Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum معنا sur Média 24. Vous regardez le 12-13, deuxième numéro de votre nouvelle émission de décryptage de l'actualité. Toujours avec Aziz Bousta à ma droite, journaliste et chroniqueur politique. Bonjour Aziz, Bonjour Adil, comment ça va? ça va bien? Est-ce que c'est Et bien comme ça? oui, c'est très très bien. Super. Et Hafid Boutaleb à ma gauche, notre invité qui va nous accompagner aujourd'hui pour les sujets, quelques sujets que nous allons aborder. Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. Hafid, bonjour, marhaba bik معنا sur Média 24. Bonjour Adil, merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Alors, on a plusieurs sujets d'actualité à aborder aujourd'hui. Au programme de ce jeudi 22 janvier 2026, nous ferons évidemment le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations, pas tant sur le volet sportif, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais nous ne sommes pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Mais nous ferons un bilan ou des enseignements géopolitiques de cet événement organisé par le Maroc. On fera aussi le point sur cet épisode climatique pluvieux que nous avons connu ces dernières semaines et l'impact de ces pluies sur l'agriculture. Est-ce que la saison agricole est vraiment, réellement sauvée? La question sera posée tout à l'heure à Rachid Ben Ali, qui est le président de la Comader. On parlera aussi d'une affaire judiciaire qui oppose la Marocaine des Jeux et des Sports aux opérateurs télécoms au sujet des paris sportifs en ligne. Le bras de fer est lancé. Abdelali El-Hurri, journaliste à Média 24, nous dévoilera les dessous de ce feuilleton judiciaire qui ne fait que commencer. Et on terminera par une séquence politique dans la rubrique L'œil de Aziz Bousta, focus aujourd'hui sur le parti de l'Istiqlal qui a lancé récemment une stratégie de séduction à destination des jeunes. On fera le point tout à l'heure avec Aziz. Mais avant d'aborder toutes ces questions, on commence par le sujet à la une. Et c'est une annonce diplomatique majeure qui en dit long sur les recompositions en cours de l'ordre mondial. Le roi Mohammed VI a accepté l'invitation du président américain Donald Trump pour rejoindre en tant que membre fondateur un tout nouveau Conseil de paix, une initiative voulue et pilotée par le président américain. Le Conseil présenté comme une organisation internationale alternative, plus agile, plus efficace, destinée à soutenir les efforts de paix au Moyen-Orient et à résoudre les conflits là où, selon ses promoteurs, les institutions existantes ont échoué, référence à l'ONU évidemment. Alors dans les faits, ce projet interroge par son fonctionnement et son financement, et surtout par ce qu'il dit en creux du rôle et de la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi le Maroc? Pourquoi maintenant? Que peut réellement gagner le Royaume en siégeant dans ce conseil restreint de puissance et de leaders? Et plus largement, ce Conseil de paix marque-t-il le début d'un contournement assumé de l'ONU, ce grand machin, souvent critiqué pour son inefficacité, à tort ou à raison d'ailleurs, mais toujours central dans la gouvernance mondiale? Eh bien, ce sont là des questions que nous allons aborder aussi bien avec Aziz Bousta qu'avec Hafid Boutaleb. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, avant de rentrer dans l'analyse politique et géopolitique en lien avec ce sujet, peut-être qu'on peut commencer par expliquer simplement ce qu'est le Conseil de paix voulu par Donald Trump. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une initiative qui vise à adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde. Qui peut y participer? Eh bien, la participation elle est réservée à des leaders internationaux invités par le président des États-Unis. Et concernant le statut de ce Conseil de paix, eh bien, le Conseil prendra la forme juridique d'une organisation internationale. Ça, ce sont les éléments de base que les uns et les autres doivent savoir. Maintenant, concernant l'ambition du Conseil, à quoi va servir ou devrait servir ce Conseil de paix? D'abord, promouvoir la stabilité, restaurer la gouvernance, garantir une paix durable dans les zones en conflit ou à haut risque. Et puis la question que tout le monde se pose encore aujourd'hui, c'est qui seront les membres siégeant au sein de ce Conseil? Bon, on a des invitations qui ont été lancées par Washington et certains pays qui ont communiqué sur ces invitations. À ce jour, on n'a toujours pas une liste officielle produite par la Maison-Blanche concernant les pays qui ont été invités. Mais vous le voyez à l'écran, on a plusieurs pays qui ont communiqué sur les invitations reçues, dont fait partie le Maroc. Une fois qu'on a dit tout ça, la question qui se pose en préambule, et la première question que j'ai envie de vous poser, je donne la parole à Hafid pour commencer, la charte de ce conseil, tel qu'il a été présenté, critique explicitement les institutions internationales jugées inefficaces.
référence directe à l'Organisation des Nations Unies, notamment en matière de règlement des conflits dans les zones de tension. Est-ce qu'il faut voir dans ce Conseil de paix promu et défendu par la Maison-Blanche une concurrence directe, voire une marginalisation assumée aussi bien par les États-Unis que par les autres pays qui vont accepter de siéger au sein de ce Conseil, une marginalisation donc de l'Organisation des Nations Unies telle que nous la connaissons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Il ne s'agit pas vraiment d'une marginalisation. Ce Conseil est une émanation de la résolution 2803, adoptée mi-novembre en réponse à 2 ans de conflit dans l'enclave de Gaza, ayant occasionné 100 000 victimes. Et donc, les États-Unis avaient pris à bras-le-corps de résoudre, une fois arrivé à la Maison-Blanche, Donald Trump, cette administration républicaine, avait pris à bras-le-corps de résoudre ce conflit. Et cela aboutit à une médiation internationale. On se souvient de ce sommet à Sharm el-Sheikh, parrainé par le président égyptien et par le président des États-Unis. Donc on a eu véritablement un fonctionnement multilatéral qui a abouti sur cette résolution. Et cette résolution prévoit une architecture de Gaza. Il se trouve que depuis la mi-novembre, en cours d'élaboration de cette architecture par les parties prenantes à cette résolution de conflit. Par exemple, on cite par exemple Jared Kushner, Witkoff. Il a été décidé que ce conseil de paix qui devait être d'abord réservé pour Gaza puisse être élargi à tous les conflits dans le monde. Si bien qu'aujourd'hui, dans cette charte que vous mentionnez, Adil, il n'y a nullement mention d'une compétence matérielle, territoriale, liée par exemple à Gaza. Pas du tout. C'est véritablement à l'international. Mais ce qui est aussi pas du tout mentionné, je reviens à votre question, ce sont les Nations Unies. Alors, est-ce qu'il y a une intention, si matériellement il n'y a pas véritablement d'opposition aux Nations Unies, puisque c'est une émanation d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce qu'il n'y a pas derrière une intention de la part de Donald Trump de réduire un peu et de faiblir le rôle des Nations Unies? Et là-dessus, sans aucun doute. Mais il n'est pas le premier président des États-Unis dans ce sens. Juste, je vais finir sur cette idée. Là, on a, souvenons-nous de George Bush, qui a mis entre parenthèses le droit international pour envahir l'Irak il y a à peine 20 ans. Donc là, au moins, on a un président des États-Unis qui vient avec une alternative qui est complémentaire aux Nations Unies, peut-être pas en opposition, mais connaissant les traits et la personnalité de Donald Trump, on sait très bien que dans son intention émotionnelle, il y a une rancune vis-à-vis de cette institution. Juste ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est que j'ai l'impression que Donald Trump n'a pas besoin de forcer son talent pour affaiblir davantage l'ONU. L'ONU s'affaiblit d'elle-même parce que concrètement, quand on voit un petit peu le mode de fonctionnement de l'ONU, notamment par rapport aux situations de guerre et de conflit, on constate objectivement une impuissance de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, la question que j'aimerais poser à Aziz, c'est concernant justement cette dualité entre d'un côté une organisation internationale qui est l'ONU, qui depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale veille à maintenir une certaine forme de stabilité, à promouvoir la stabilité et la pacification de toutes les zones du globe, et une réalité qui est que les relations inter-États aujourd'hui sont beaucoup plus déterminantes, beaucoup plus impactantes diplomatiquement qu'une assemblée générale de l'ONU ou que des réunions dans les couloirs du siège de l'ONU à New York. En fait, Donald Trump a toujours été un anti-multilatéralisme, il a toujours préféré le bilatéralisme, le bilatéral pour essayer de régler les problèmes qu'il y a. Il prend son téléphone, il règle le problème à sa manière. Donc il est un peu dans sa logique de vouloir terminer ou détruire, pour citer un terme important, le rôle de l'ONU. Est-ce que l'ONU existe encore, Adil? Est-ce que l'ONU existe encore? En fait, depuis une dizaine d'années, on voit qu'elle n'existe plus. Et depuis 3, 4, 5 ans, l'ONU n'existe plus. Elle existe, mais elle est inefficace. Elle n'existe plus. Enfin, elle existe, c'est un palais de verre avec des centaines de personnes dedans. Juridiquement, on part de l'ONU, on paye l'ONU envoie des choses, elle fait des choses. Mais De Gaulle avait dit ça, donc ça remonte à plus de 50 ans. C'est un machin. Et elle a prouvé que c'était un machin. Elle est affaiblie par ses propres structures qui font que les 5 grands font finalement ce qu'ils veulent puisqu'ils ont un droit de veto. Et on a vu que les 5 grands ayant actuellement des intérêts pas toujours divergents, pas toujours convergents, mais pas toujours divergents non plus, s'émancipent un peu de l'ONU. Alors, pour reprendre le terme de Mark Carney, le Premier ministre canadien, il ne s'agit pas d'une transition, il s'agit d'une rupture. Au moins, Trump a un avantage, c'est que
il ne passe pas par quatre chemins pour passer les idées qu'il a, et il les dit franchement et clairement. Maintenant, encore une fois, on est dans cette expression de Gramsci de clair-obscur. Le monde ancien est en train de partir, le monde nouveau n'apparaît pas beaucoup, mais à travers le Conseil de la paix, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Disons que Donald Trump n'a pas créé un Conseil de la paix, il a lancé une réflexion autour d'un Conseil de la paix, d'où la question de membres fondateurs, comme le roi Mohammed VI. Il est membre fondateur, avec d'autres qui vont accepter. Je suppose que ça va être aujourd'hui ou demain à Davos qu'il va y avoir la signature donc, de la création formelle de ce Conseil de la paix. Après, il faut voir si la signature se fera le en Maroc l'état. Le Maroc a déclaré qu'il allait ratifier. Donc, après, bon, avec charte, trois États, donc charte, les États-Unis et le Maroc déjà, donc ça fait déjà... Mais ce que je veux dire, c'est que la charte qui est définie ou qui officialise la création de ce Conseil peut éventuellement être modifiée. Il y a un jeu de négociation qui peut entrer en jeu de la part des pays, des membres fondateurs ou des pays qui voudraient siéger au sein de ce... En mettant trois, en fixant le seuil à 3 États. C'est une volonté de lancer rapidement. De lancer très rapidement. Bon, le Maroc a dit qu'il allait ratifier. Les États-Unis, forcément, vont ratifier. Je crois qu'il y a un autre pays, je parle sous ton contrôle, Hafid, qui va. Donc, théoriquement, d'ici la fin de la semaine, ça sera créé. Et là, une réflexion sera lancée. Qu'est-ce qu'on va en faire? Là, l'idée de Trump, qui n'est pas un diplomate, qui n'est pas un politique, qui est un businessman, qui est un instinctif, a eu cette idée. Il a dû en parler certainement avec son staff, avec ses conseillers. Il met ça sur la table. À partir de là, il aura besoin de gens qui ont autrement plus d'expérience que lui sur le plan diplomatique, sur le plan des relations internationales, pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on devrait faire. Et donc la discussion ne fait que commencer, mais d'ores et déjà, je pense que, pour schématiser un peu, ONU, Conseil de la paix. C'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, puisque le débat ne fait que commencer. Ce qui nous intéresse, nous, évidemment, c'est le rôle et la place que peut et que doit jouer le Maroc au sein de ce nouveau Conseil. Alors pourquoi le Maroc? Est-ce que le Maroc, il y a une invitation en tant que membre fondateur, invitation à laquelle le roi Mohammed VI a répondu favorablement. Qu'est-ce que cela d'abord dit de la position géostratégique et géopolitique du Maroc dans son environnement régional et à l'échelle mondiale? Voilà, c'est la question d'abord initiale que j'aimerais poser, c'est quels sont les enseignements de cette invitation et de cette participation proactive qui est amenée à être proactive du Maroc au sein de ce nouveau conseil qui sera formé. Hafid. Alors, moi, je commence, si tu permets, Adil, par la perspective de Donald Trump. On a accusé Donald Trump d'être contre le multilatéralisme. Je reviendrai au Maroc, mais tout de suite. Mais pour pouvoir revenir au Maroc, on a accusé Donald Trump d'être un anti-multilatéral et d'être celui qui est en train de démanteler ce système multilatéral qu'on résume un peu en droit international, des mots comme droit international, communauté internationale, à la faveur des intérêts américains. Et donc mettre en place la loi du plus fort, la loi de la jungle. Or, après, c'est vrai qu'il y a eu une information le retrait américain de 66 organisations multilatérales renforçait cette hypothèse. Sauf que nous sommes surpris aujourd'hui, quelques jours plus tard, Donald Trump crée une nouvelle organisation internationale, donc une organisation multilatérale. C'est vrai qu'il y a une forte teinte américaine, puisque dans la charte, le président des États-Unis tient, pas en tant que président du Conseil de paix, pas en tant que président des États-Unis, tient un rôle assez important autour de sa personne, pour un mandat de 3 ans, il faut le rappeler, mais on a là un début de réflexion multilatérale alternative à celle qui a été menée. Donc, le Maroc se doit de participer à cette réflexion-là. D'autant plus que là, nous avons quand même une occasion, contrairement à 1945, de peser sur la balance. 1945, c'était il y a 70 ans. Dans 70 ans, on va vers la fin de ce siècle. Je pense que c'est ce qui est aussi en enjeu. C'est ce qui est pensé par les Américains. Comment, d'ici à l'an 2100, les choses vont s'articuler, de telle sorte à ce que la puissance américaine puisse durer. Donc, les Américains comprennent très bien que ce n'est pas en dépendant de leurs alliés traditionnels, classiques des 70 dernières années, qu'ils vont réussir le pari. Pourquoi? Parce que ce sont des alliés qui se sont transformés graduellement en adversaires économiques. Je parle de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, les Américains veulent revoir l'ordre multilatéral, non pas l'anéantir comme ce que l'on a dit. La création de ce Conseil de paix montre qu'ils veulent relire l'ordre multilatéral international qui leur a échappé un peu entre les mains, et associer des pays comme le Maroc, c'est associer ce qu'on appelle ce que les Russes, par exemple, dans leur dialectique aujourd'hui, appellent la majorité globale.
pas le Sud global. C'est la majorité globale. C'est en termes de population, en termes de nombre de pays, même en termes de PIB, ainsi de suite. Et parmi les pays forts dans le continent africain qui doit absolument prendre part à cette recomposition de l'ordre multilatéral international, c'est le Maroc. Le Maroc étant en plus un pays qui a toujours prôné la paix sur des siècles, c'est un pays qui a toujours été allié des États-Unis. On se souvient de la conférence d'Anfa ici en 1943 et d'autres rapprochements entre Maroc et les États-Unis. Le dernier étant le tweet de 10 décembre 2020 où les États-Unis reconnaissent notre souveraineté sur le Sahara. Donc là-dessus, c'est pour ça que le Maroc a non seulement une chance et une opportunité, mais en plus, il doit apparaître de la perspective américaine, de notre perspective, il doit être membre fondateur et c'est très positif. Pour poursuivre sur cette question de l'intérêt pour le Maroc de siéger au sein de ce Conseil, parce que dans les relations internationales, il n'y a que les intérêts qui priment. Bon, ça, on est d'accord sur ce constat de départ. Mais concrètement, selon vous, quels sont les leviers que le Maroc peut et doit activer d'ores et déjà grâce à cette place en termes d'influence diplomatique, pour avoir des gains tangibles et concrets sur les dossiers régionaux. Le dossier du Sahara en est évidemment et en tête de liste des préoccupations majeures pour le Royaume, même en termes d'image à l'international, au-delà du prestige. Concrètement, comment le Maroc peut capitaliser ou quels sont les leviers à activer pour renforcer davantage son positionnement géostratégique important dans son environnement régional et avec les pays du monde entier? D'abord, le Maroc a eu cette intelligence de réagir très rapidement en disant oui. Parce qu'en 1945, quand il y a eu ce nouvel ordre international dont on parle, qui ne veut pas dire grand-chose, enfin c'était un ordre de désordre, on est d'accord là-dessus, c'était les 5 vainqueurs. C'est-à-dire les 4 vainqueurs, plus on ajoutait la France. De Gaulle avait bien bataillé pour ça. Et puis depuis, avec le veto, bon bien sûr il y a eu les Chinois par la suite, et puis avec les jeux du veto, on a vu que le monde évoluant, la mondialisation s'installant, les règles du jeu évoluant et changeant, ça ne pouvait plus tenir. Donc voilà, on propose autre chose. On propose le Maroc comme membre fondateur. Ok, on y va tout de suite. Vaut mieux être dedans que dehors. Parce que de toutes les manières, Donald Trump a encore au moins 1 an de majorité absolue chez lui, où il peut agir comme il l'entend. Il a encore 3 ans de mandat devant lui, il vaut mieux y être. Et si on y est, on peut influer de l'intérieur. Absolument. Et c'est ce qui est en train de se passer. Comment le Maroc... Ça rejoint, pardon, Hadid, je te coupe rapidement, mais ça rejoint la nouvelle doctrine diplomatique du Maroc qui est d'en finir définitivement avec la politique de la chaise vide, qui n'est pas efficace, qui est inefficace. Et ça a été prouvé avec le retour. Elle a été efficace à un moment, les années 80, les années 70, il y avait un moment où ça fonctionnait. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Il faut y être. Il faut parler avec tout le monde. Il ne faut pas ostraciser les gens, il faut être là. Quand on a vu la liste que tu as passée tout à l'heure, on a vu qu'il y avait, j'ai remarqué qu'il y avait 2 pays africains, pour l'instant, Maroc et Égypte. Il y a la notion de puissance régionale. L'Égypte est une puissance régionale, nous sommes une puissance régionale. Maintenant, j'ai remarqué aussi qu'il y a l'Union européenne. Le Maroc peut influer pour que... Ursula von der Leyen Donald qui a été Trump, invitée. Ursula, ils ne vont pas dire les Européens ils tergiversent. Les Européens sont quelque part, je crois qu'on va être d'accord là-dessus, grandement responsable du désordre qu'il y a actuellement. C'est une grande puissance normative alors qu'elle fasse des normes et qu'elle laisse les choses pour les autres. Parce que le monde est en train de changer. Le monde, c'est la Chine, le monde, c'est la Russie, le monde, sont les États-Unis, le monde, c'est le Sud global ou le Nouveau Sud. C'est ça le nouveau monde. Donc je pense que le Maroc peut, encore une fois, même si c'est l'actualité, peut encore une fois parler au nom de l'Afrique. Proposer l'Afrique. Pourquoi l'Union européenne et pourquoi pas l'Union africaine dans ce Conseil de la paix, l'Union africaine comme membre, comme élément. Et là, c'est important. 54 pays qui arrivent et qui donnent de la voix, c'est quelque chose d'important. Le Maroc peut œuvrer à ça et traîner avec l'Afrique. Le temps passe très vite. Havid, une dernière question, parce que le temps passe très vite, on a plusieurs sujets abordés aujourd'hui. Vu le sujet... Oui, je sais, mais une dernière question très très importante par rapport justement à ce Conseil, tu l'as rappelé tout à l'heure, Hafid. L'idée de base et de départ de ce Conseil de paix, c'était suite aux événements et à la crise et à la guerre, au conflit dans les territoires palestiniens occupés pour tenter de trouver une solution à cette crise. Ce qu'on a compris entre-temps, c'est que le Conseil de paix ne sera pas uniquement destiné à résoudre ce conflit-là, qui n'est pas d'ailleurs encore aujourd'hui résolu, puisque même le cessez-le-feu
qui a été signé n'est pas respecté, notamment par Israël. Bref, passons. Mais le Conseil s'inscrit dans la continuité du plan de paix proposé par Donald Trump pour le Proche-Orient. Est-ce que la participation du Maroc peut réellement peser pour défendre une solution conforme à sa position historique et qui n'a pas évolué, à savoir une solution à deux États, avec comme Jérusalem-Est, capitale pour un État palestinien indépendant? Moi, si vous permettez, Adil, si tu permets, Adil, je vais aller droit au but. Nous, on n'est pas rentré dans ce conseil de paix pour défendre la Palestine. Oui, mais à la base la raison même d'être de ce conseil à la base, c'était pour... Oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Mais à la base, ce conseil a été initialement créé et pensé pour résoudre ce conflit, cette guerre, ce conflit humanitaire, tout, après la séquence qu'on a vécue. C'est vrai qu'il fallait mettre un terme à l'horreur. Maintenant, je reviens à... Il n'a pas été créé pour ça, Adil Smahlia. Il a été créé à partir de l'idée de régler l'affaire palestinienne, la question palestinienne, mais il va s'élargir, comme a dit Hafid tout à l'heure. Mais on dit la même chose, le temps passe très vite, donc j'aimerais une réponse par rapport à la question. La genèse de ce conseil, c'était pour, à la base, résoudre les conflits, et notamment ce qui se passait à Gaza. Ma question est très simple. Le fait que le Maroc y soit comme un membre fondateur, est-ce que ça va lui permettre justement de renforcer ou de promouvoir son idée et sa position officielle et immuable sur la question, un État palestinien côte à côte avec Israël, avec comme Al-Quds al-Sharif, Jérusalem-Est, capitale de la Palestine. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères est très clair, il a déjà répondu à ta question. C'est effectivement, il rappelle l'opportunité d'adhérer à cette conseil de paix suite à l'invitation adressée à Sa Majesté par Donald Trump, et rappelle ensuite ces constantes que nous défendons la solution à deux États sur la base des frontières de 67 et Jérusalem-Est. Donc ça, c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères du 19 janvier. C'est ça. Alors, encore une fois, moi, en prolongement à ça, oui, Adil, nous allons rester au sein de ce conseil, une des voies de la solution à deux États qui est tellement combattue par le gouvernement à Tel Aviv, mais seulement, ce n'est pas notre priorité. Je préfère être clair et honnête. D'ailleurs, je pense que c'est ça l'objectif de ce studio, de ce débat. Notre objectif, c'est de régler le problème du Sahara, parce que, au sein de l'institution onusienne, et on l'a vu, et pour pouvoir avoir cette résolution 27-97, il a fallu faire le tour des chancelleries. Ça s'est fait à l'extérieur de l'ONU. On ne peut pas tout mettre sur l'ONU. Je pense que c'est louable comme initiative de la part de Donald Trump. Maintenant, vous avez toujours le Conseil de sécurité qui est de l'ONU qui est déterminant même sur l'affaire du Sahara. Donc, évidemment. Grand machin, oui, mais il y a toujours un Conseil de sécurité qui est très influent et très important. Mais le Maroc sera membre non permanent de ce Conseil de sécurité en 2028. Oui. Et en plus, on sera membre fondateur du Conseil de paix. Et c'est comme ça, par tir croisé, que nous réglerons le problème. Aziz Boussa, sur ce premier sujet, avant de passer au deuxième sujet. Oui, c'est très important. Je vais nuancer un peu tes propos à Hafid. On n'est pas au Conseil de la paix. Le Maroc, sa priorité n'est pas de défendre la Palestine. Sa priorité n'est pas de défendre non plus notre question nationale qui est pratiquement réglée, c'est d'être parmi les faiseurs de du nouvel ordre international. Porter sa voix, et comme tu l'as si bien dit là, je suis tout à fait d'accord, nous avons nos constantes, nous sommes droits dans nos bottes, notre voix est claire. On ne sort pas de la solution à deux États, on ne sort pas de ça. Mais pour le reste, nous sommes là avec toute l'expertise accumulée sur plusieurs siècles, plusieurs dizaines d'années, pour contribuer à la mise en place d'un nouvel ordre international qui pourrait éventuellement remplacer l'actuel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet. On passe à présent au focus de la semaine. Et le focus de la semaine, c'est bien évidemment cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est terminée chez nous, au Maroc. La CAN est terminée. L'histoire retiendra que le Maroc a perdu sa finale à domicile et que le Sénégal a décroché son deuxième titre continental. Mais au-delà du foot, cette compétition aura été un révélateur de la capacité d'abord du royaume chérifien à organiser un événement majeur, à mobiliser ses infrastructures, ses compétences et son sens de l'hospitalité. Mais aussi un révélateur un peu plus sombre, celui d'une guerre informationnelle qui s'est invitée tout au long de la compétition, dès les premiers matchs d'ailleurs. Un narratif complotiste s'est installé dans une partie de la presse étrangère, arabe et africaine bien sûr, mais aussi européenne et surtout française. Les esprits chagrins n'ont cessé
d'insinuer, sans preuve, que l'arbitrage était favorable au Maroc et que la Fédération royale marocaine de football et son président, Fawzi El Qadja, exerçaient une influence occulte sur la compétition. Ce discours a pollué le climat sportif, influencé certains comportements sur le terrain et en dehors, jusqu'à culminer lors de la finale Maroc-Sénégal. Retrait momentané de l'équipe sénégalaise à la demande de son sélectionneur, débordement en tribune, violence, envahissement du terrain, bref, tout ce qu'on ne voulait pas voir. Alors derrière le sport se sont jouées des batailles d'image, de perception et d'influence, des batailles que le Maroc ne peut plus ignorer. Alors quels enseignements géopolitiques doit-on retenir de cette Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, c'est le deuxième sujet que j'aimerais aborder avec vous, messieurs. Et la première question, là, je me tourne vers Aziz Bousta, parce qu'avant le début de la CAN, on a eu un échange dans une autre émission, et je te disais que sur le plan organisationnel, je n'ai aucune crainte, aucun doute sur la capacité du Maroc à bien organiser, oui, comme souvent, à bien organiser cet événement. Mais une fois que la CAN est terminée, comment toi tu expliques ce décalage entre l'effort d'accueil déployé par le Maroc et certaines réactions hostiles pendant la compétition qu'on a du mal, nous, à comprendre en tant que Marocains, que ce soit de la part de la presse étrangère, mais même des délégations qui étaient présentes. Je veux citer personne, parce qu'il ne faut pas faire de généralité et il ne faut pas pointer du doigt non, on peut citer. Non, mais quand on est attaqué, on peut citer. Bon, comment tu expliques tout ça? Tu avais raison en partie sur cette question d'organisation et tout, mais tu avais totalement tort dans l'échange que nous avons eu il y a un mois. Eh ben, le plus important n'était pas la coupe, le plus important était de comment on allait en sortir, comment on allait y entrer, comment on allait gérer, comment on en est sorti. C'est ce que tu penses, mais moi ce que je pense que le plus important c'est de remporter la CAN. Oui, c'est le fan de foot qui te parlait à l'époque. Puisqu'on n'a pas remporté la CAN, effectivement, c'était pas tout à fait clair. Effectivement, il y a eu du grabuge. Effectivement, on a été déçus. Effectivement, mais je pense qu'on a fait un sans faute à tous les points de vue. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est étonnant de la part de nos amis africains, parce que ce sont nos amis africains, tout ce qui se dit à côté, il faut nous renfermer, nous sommes unis, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non, nous sommes des Africains, nous restons des Africains, et nous restons à porter la voix de notre continent et d'accentuer, de renforcer cette coopération sud-sud, coopération africaine. On est tout à fait d'accord, mais je suis triste quand même de voir qu'il y a eu le Maroc comme l'outsider, donc comme le pays à abattre. Bon, abattez-le sur le terrain, il n'y a pas de problème, jouez le foot et abattez-le, mettez-lui 10-0 s'il le faut. Mais qu'on commence à sortir des fake news, bon alors bien entendu... Comment tu l'expliques ça? Je l'explique par, à tous les points de vue, ça a été une réussite, sauf une, et s'il y a quelque chose sur laquelle on doit débattre, nous autres Marocains ici, pourquoi on n'a pas accès sur la communication, sur la communication d'influence. Ça on va y venir. Non, c'est pas ça la question. On va y venir, justement, parce que c'est la guerre informationnelle, on doit le mener, on doit la remporter. Mais comment tu expliques que de la part de certains pays africains qu'on considère d'ailleurs toujours comme des pays, des alliés, des pays frères et des pays amis, on ait constaté au niveau de leur presse, de leur opinion publique, une volonté d'abattre, justement, comme tu dis, le Maroc. C'est quoi? C'est le narratif complotiste qui a pris le dessus sur les opinions publiques africaines. C'est la jalousie, parce que la jalousie, c'est un sentiment très fort, très puissant, qui peut faire dire et penser aux uns aux autres. Quand l'Espagne avait organisé son mondial en 82, ou les Jeux Olympiques 10 ans après, les Européens étaient contents de voir que l'Espagne avait réussi, et que si l'Espagne s'élève dans le concert parmi les autres nations, toute l'Europe serait gagnante. On n'a pas réagi comme ça, malheureusement. Maintenant, que ce soit la presse, la presse, les influenceurs, il y a eu un narratif sur l'arbitrage a favorisé le Maroc, l'arbitrage a favorisé, il y a un classement qui est sorti. D'accord. Donc ça, on a perdu, c'est ce que je te disais, la communication d'influence. Mais je connais, il y a eu l'entraîneur d'Afrique du Sud, il y a eu le gars du Nigeria qui a dit 2-3 trucs, il y a eu l'Égyptien, il y a eu le Sénégal, alors là, c'est la sélection du Sénégal, j'y arrive. Mais il y avait les fédérations ont toutes envoyé des messages de félicitations et de remerciements à leurs homologues les plus importantes, celles où il y a eu pas toutes, il y a eu sur tous les pays qualifiés. Les pays où il y a eu de la polémique, il y a eu de la controverse, il y a eu des messages qui ont été envoyés de remerciements. Donc cette coupe était une réussite. Il y avait les amis algériens qui, eux, ont fait, les amis là, entre guillemets, ils ont mis tout le paquet, mais alors là, vraiment tout le paquet, pour sortir ce narratif que d'autres ont suivi parce que nous sommes l'outsider. Et c'est là le problème qu'il y a, c'est inverser cet état d'esprit de si on réussit tous. Et si alors, on va y venir. Comment faire justement pour éviter que cela se reproduise? Il faut faire de la com d'influence. On va y venir, mais j'aimerais donner la parole à Hafid pour justement avoir ton avis,
toi aussi, par rapport à ce narratif complotiste qui s'est installé et qui, je pense, moi, à titre personnel, a influencé les comportements des joueurs, des staffs de certaines nations. Parce que quand vous entendez à longueur de journée que cette coupe, elle est faite pour que le Maroc la remporte et que la Fédération royale marocaine de football agit en coulisses pour influencer les résultats des matchs, forcément, quand vous êtes joueur sur le terrain, vous ne pouvez qu'être influencé par ce narratif et avoir des réactions inappropriées. Oui, surtout un joueur de 20 ans, 25 ans, qui Oui. est pas très... moi, je trouve, très honnêtement, bravo déjà le Maroc, on a perdu la coupe chez nous, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y avait pas eu de problème. Je vous assure que l'essentiel des autres pays africains, prenons l'exemple de l'Algérie, dont la Fédération algérienne de football a toujours été des pleurnicheurs, médaille d'or de pleurnicherie, ça ne serait pas passé comme ça. Donc on montre le Maroc est quand même un pays qui a pris de la hauteur et nous sommes un pays très mûr. Je suis sûr qu'ils doivent être très surpris dans d'autres pays de voir à quel point les Marocains ont laissé passer et tout va bien. 2 jours plus tard, il n'y a pas eu d'attaque de subsahariens, il n'y a pas eu de titres racistes sur la presse marocaine. Vraiment, une grande maturité et on a pu gérer cette affaire de la meilleure des manières, même si on aurait souhaité avoir cette coupe. On ne l'a pas eu depuis 50 ans. C'était nous qui organisions. Et un pays qui est le Sénégal, il vient de l'avoir il y a 4 ans. Non, je ne veux pas parler. Vraiment. Non, le débat, il n'est pas sportif. Ouais. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Ils ont joué sur l'aspect psychologique. Maintenant, pourquoi Voilà. avoir perdu cette bataille des cœurs, d'une certaine manière? Pourquoi? Pas des cœurs, mais oui, des cœurs. Bon, les cœurs, chacun pense et aime ce qu'il veut. Ça, c'est pas. Mais la guerre informationnelle, ça, au contraire, tu peux la remporter. Tu peux influencer des opinions publiques. Le discours, le narratif qui a prédominé, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que le méchant de l'histoire, c'est le Maroc. Et c'est la Fédération royale marocaine de football et c'est Fawzi El-Qadja. Comment nous en sommes arrivés là? Est-ce que c'est un problème qu'on doit assumer? On a mal communiqué, on a bien organisé, mais on n'a peut-être pas anticipé ce volet-là. Et surtout, comment faire pour éviter que ce piège ne nous soit tendu à l'avenir? Et on terminera sur cette question. Avant de te laisser la parole, moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a toute une propagande contre le Maroc au niveau des instances sportives internationales, parce que nous avons quand même brillé à l'international, nous organisons une Coupe du Monde dans quelques années, on a pris de l'avance, et comme vous dites, c'est Aziz, contrairement à ce qui se passe en Europe, on ne se retrouve pas avec un continent qui en liesse derrière un des pays qui réussit, qui est une belle vitrine du continent. Bien au contraire, il y a ce sentiment d'une certaine manière, on a l'impression, c'est de la jalousie, c'est de l'envie. Le Maroc échappe, va trop vite. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute cette propagande récurrente depuis longtemps sur le Maroc, sur le régime. On l'a dit. Et ça laisse des traces. Je me tourne vers le journaliste et l'homme des médias que tu es, Aziz Bousta, parce qu'effectivement, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ça ne se reproduise. Comment remporter cette guerre informationnelle? Je vais te dire un truc un peu provocateur. Quand j'ai posé la question, je t'ai vu sourire. Et généralement, quand tu souris avant de répondre, c'est que tu as une idée bien précise derrière la tête. Je vais te dire un truc provocateur. Il faut qu'on arrête d'être des ouled nas à 100%. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à rendre coup pour coup. Par exemple, tu dis, ouais, bon, d'accord, Sénégalais, j'en joue sur le côté psychologique, blablabla. Attention, il y a eu une erreur d'arbitrage flagrante qu'on doit dénoncer. Et la fédération l'a dénoncée. Il fallait arrêter le match. Après, ça aurait été... Heureusement que ça n'a pas été fait, hein, parce que sinon, ça aurait créé tout un drame, ça a fait regarder le Maroc, etc., etc. Mais il faut qu'on commence à rentrer au coup pour coup. Ne plus laisser passer les choses sous prétexte que nous sommes les frères, les amis, le sentimentalisme débridé, l'angélisme, etc. Ça ne marche plus. Si on veut arriver à ce stade, si on veut véritablement mériter ce stade dans lequel on est, eh bien, il faut être assez froid et assez direct pour dire les choses telles qu'elles sont. Et ce serait de bonne guerre. Maintenant, je vais le dire tel que je le pense, puisque je le recommande, n'est-ce pas? Je pense que nos amis continentaux sont restés dans l'ancien temps, ont truqué des matchs de foot et qu'ils ne sont pas arrivés au stade supérieur de celui d'elle.
la réglementation avec les erreurs habituelles qu'il peut y avoir. Le VAR, ça a compliqué les choses, etc. Ils en sont encore à ça. Ils ont cru, les Algériens, qui sont des pleurnicheurs, comme tu l'as dit à Hafid, et qui ont bien entendu amplifier tout ça, c'était sidérant, ils les ont suivis. Alors que quelque chose comme ça ne se serait jamais passé en Amérique latine ou en Europe ou ailleurs, qui sont les continents du foot. On a triché, ça n'existe même pas. On est resté encore dans cette mentalité des années 60, 70, 80 et même 2000. Alors que nous, on est passé à autre chose. Et ça, il faut le dire. Et il faut le dire clairement. Et si les pays de notre continent se trompent, ben, il faut leur dire clairement. Ça ne va pas leur plaire. Et puis ça va leur passer. C'est tout. ولكن داك ولاد الناس ديال ديما ونكونوا حنا ولاد الناس وحنا ما نسكتوا وما نقولوش le Maroc ne parle pas là. Le Maroc, il faut qu'il parle, il faut qu'il dise, il faut qu'il se défende. Parce qu'on a mis de l'argent là-dedans. On va perdu 2 fois chez nous le trophée. Ça, c'est déjà en soi, on a une médaille pour ça. C'était en 88 et en 2026. Et on est sérieux, c'est pour ça qu'on Dans le sourire. Bon, ben, on va conclure là-dessus et je partage à 100% ta dernière réflexion. Et une fois qu'on a dit tout ça, félicitations encore une fois au Sénégal parce qu'ils ont mérité leur trophée. Malgré Sadio Mané, bon, c'est une icône au Sénégal et je pense à l'échelle du continent africain. Malgré quelques comportements inadmissibles du sélectionneur sénégalais et de certains supporters, parce que quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit de descendre sur le terrain. Une fois qu'on a dit tout ça, sportivement, objectivement, c'était l'une des meilleures équipes avec le Maroc et le Nigeria. Donc il n'y a pas. Tu vois, on est toujours dans l'Ouled Ness. Oui, mais les Sénégalais sont très bons, mais ils n'ont pas joué le jeu et il fallait que le match soit arrêté. Mais c'est pas Ouled Ness, ça c'est purement objectif. C'est l'une des meilleures équipes. Oui, ça c'est vrai. Ils ont bien géré leur finale, tant sur le volet psychologique, technique que tactique. Bon, bah, il faut une sévère sanction pour Pape Thiaw. On verra. Toujours se défendre. C'est tout pour cette séquence. Merci beaucoup, Hafid. Tu vas nous quitter. Et en tout cas, j'étais ravi de. Oui. Oui, mais pas maintenant. Tu vas nous quitter dans quelques instants. Mais je voulais juste te remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Média 24, du 12-13 de Média 24, on poursuit notre émission aujourd'hui et zoom à présent sur le climat, le dernier épisode climatique pluvieux. Alhamdoulilah, il y a la pluie, les agriculteurs sont contents, on va en parler d'ailleurs dans un instant, mais après plusieurs années de stress hydrique, le Royaume vit peut-être un moment charnière, du moins on l'espère. En l'espace de quelques semaines seulement, la situation hydrique du pays a connu une évolution spectaculaire avec des pluies abondantes et un retour marqué de la neige dans plusieurs régions. Barrages, taux de remplissage, précipitations, enneigement. Les indicateurs sont en nette amélioration et redonnent de l'oxygène à un pays qui en manquait cruellement. Mais au-delà de l'effet d'annonce, que disent précisément les derniers chiffres des précipitations pluviométriques, de l'enneigement, de la situation des barrages? Eh bien, c'est notre tableau de bord de la semaine préparé par Jihan Zien. Après cette année de sécheresse, le Maroc vit un tournant décisif. Entre le 19 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, les réserves des barrages ont connu une hausse exceptionnelle. Selon le ministère de l'Équipement, elles sont passées de 5,55 milliards à 8,02 milliards de mètres cubes. Il s'agit d'un gain de 2,51 milliards de mètres cubes en un mois seulement, ce qui est considéré le plus élevé enregistré depuis juin 2021. Le taux de remplissage national a lui aussi fortement progressé, passant de 33,13% à 48,1%, soit une augmentation de 15 points en l'espace d'un mois selon les derniers chiffres du 20 janvier. Plusieurs barrages ont largement bénéficié de ces apports, notamment le barrage El Ouhda qui a vu son taux de remplissage passer de 42,7% à 60,8%, avec des réserves en hausse de 1,5 à 2,14 milliards de mètres cubes, soit un apport de 636,63 millions de mètres cubes. Le barrage Ahmed El Hansali affiche une forte progression, son taux passant de 15,1
à 48% et ses réserves de 100,6 à 320,6 millions de mètres cubes pour un apport de 220 millions de mètres cubes. De son côté, le barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah a vu son taux grimper de 78,7% à 99,5% avec des réserves passées de 767,3 à 974,8 millions de mètres cubes grâce à un apport de 207,5 millions de mètres cubes. Cette amélioration s'explique notamment par un excédent pluviométrique estimé à 95%, mais aussi par le retour notable de la neige qui a contribué à la redynamisation de plusieurs bassins hydrauliques. Selon la Direction générale de la météorologie, les précipitations ont touché l'ensemble du territoire avec des disparités régionales. Rabat arrive en tête avec 25 mm de pluie, suivi de Salé avec 20 mm et Casablanca avec 17 mm. Taroudant et Ben Slimane ont enregistré 9 mm, tandis que l'Ayoun, Chefchaouen, Dakhla et Fès ont reçu moins d'1 mm. Côté neige, les reliefs ont été généreusement servis. À Oukaïmden, dans la province d'El Haouz, l'épaisseur atteint 160 cm sur le plateau et 180 cm au sommet. À Terzout, dans la province d'Al Hoceima, la neige atteint 35 cm au sommet et à Imilchil, dans la province de Midelt, on relève jusqu'à 30 cm au sommet et 7,5 cm au plateau. Un soulagement hydraulique considérable apportant de l'optimisme au pays après des années difficiles. Voilà, c'était donc le tableau de bord préparé par Jihan Zien. Aziz, un commentaire sur ces chiffres en lien avec les récentes précipitations pluviométriques, la situation des barrages, l'enneigement. Bon, à part dire Alhamdoulilah, ça fait au moins 6-7 saisons qu'on attendait un épisode climatique clément. Qu'est-ce qu'on retient de cette séquence climatique? Alors, à part dire Alhamdoulilah, on commence par Alhamdoulilah. Oui. C'est très important. On sort, donc c'est une augmentation de à peu près 50% de tout, le barrage de la précipitation. On sort d'un cycle, en général les cycles de sécheresse sont de 6-7 ans, donc on peut dire qu'on sort de ce cycle. On peut aussi remarquer la qualité des infrastructures. Alors, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de la qualité de nos infrastructures qui ont su absorber tout ça. Il n'y a pas eu d'inondation de villes sous l'eau, de villes... donc, c'est bien, mais la CAN aura quand même fait oublier ça. On a vu 25 mm à Rabat. Bon, on l'a tous vu, les 25 mm à Rabat, avec le prince héritier qui était sous une pluie battante devant les 70 000 personnes. Et on a totalement occulté cette histoire avec la CAN, et pourtant, on a un mois véritablement historique en matière de pluviométrie. On peut s'en réjouir, et alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on espère justement que c'est le début d'un nouveau cycle pluviométrique. Parce si on est sorti du cycle de sécheresse, c'est que théoriquement, vu l'histoire des sécheresses qu'il y a eu dans les décennies avant, c'était toujours 6-7 ans. On a passé nos 6-7 ans. aussi les agriculteurs, parce que là on va parler mais les agriculteurs, parce que... je peux vous dire, j'habite à la campagne, je vois cette campagne verte, cette campagne magnifique, cette campagne brillante, c'est vraiment magnifique. Alors l'agriculture, pourquoi on parle de ces pluies, de ces barrages remplis de ressources hydriques, puisque nous avons voulu faire un focus de Simana sur l'agriculture. Les agriculteurs qui ont accueilli avec de la joie ces récentes pluies, des pluies salvatrices qui améliorent donc les niveaux de remplissage de nos barrages, relancent les cultures d'automne, assurent la disponibilité aussi, et surtout c'est très important, des pâturages pour le cheptel national. Les indicateurs repassent donc au vert, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un véritable tournant pour nos agriculteurs? La campagne agricole est-elle d'ores et déjà sauvée? J'en ai discuté avec le président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Il s'appelle Rachid Ben Ali et il est l'invité de Média 24. Rachid Ben Ali, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture. Et je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le 12-13 de Média 24. Comme les uns et les autres peuvent le voir, vous êtes sur la route en direction de Marrakech, et plus précisément, si j'ai bien compris, dans la localité de la Taouia, une terre agricole. Et justement, nous vous recevons aujourd'hui pour parler de l'agriculture marocaine et de l'impact des récentes précipitations pluviométriques.
Après plus de 7 années de sécheresse, certains espéraient ces pluies salvatrices pour justement redorer le blason de l'agriculture marocaine. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Rachid Ben Ali. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà, après le récent épisode pluviométrique de fin 2025, début 2026, dire que la campagne agricole 2025-2026 est sauvée? Bon, directement, non. On ne peut pas le dire. Sauver, non. C'est-à-dire que, effectivement, déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être chez vous, d'être votre invité. Non, on ne peut pas parler de sauver parce que sauver, c'est un gros mot. Dire sauver, il faut atteindre vraiment la maturité de tous les produits jusqu'à la fin pour dire que c'est sauvé. Maintenant, si on parle des grandes cultures, c'est les cultures céréalières, oléagineux et c'est des pluies, des plantes qui ont besoin de pluie pendant quelques mois quand même. Juste maintenant, on a un bon démarrage, oui. On a les 3 premiers mois qui sont bien passés jusqu'à présent, mais on a besoin de pluie encore pendant le mois de mars, le mois d'avril, pour avoir une récolte, assurer une récolte pour le mois de mai. On peut dire qu'on a assuré une bonne partie, on est bien parti et on a assuré une bonne partie. Alors, C'est ça ce qui est très important. quelles sont justement les filières qui vont le plus bénéficier de ces pluies d'automne et celles qui, au contraire, auront besoin toutes les de filières. plus de pluie au mois de février, au mois de mars? Toutes les filières ont bénéficié et toutes les filières auront besoin d'un complément. Parce que c'est une plante, quand on a affaire, c'est un être vivant. C'est une plante a besoin d'être nourrie en permanence. Et là, bien sûr, on ne peut pas dire un être humain, tu as bien mangé aujourd'hui, tu peux rester 2 mois sans manger. C'est impossible. Donc, c'est la même chose qu'une plante. Maintenant, elle a été bien arrosée. On a surtout au niveau aussi de l'élevage, on a un bon pâturage, on a des- au niveau de l'arboriculture, pareil, on a des arbres qui se développent très bien, qui vont bien se développer. Pas maintenant, ils vont bien se développer. On a un très bon démarrage, mais on a besoin d'une suite. Et la suite, il faut bien sûr que ça continue. Maintenant, par contre, ce qui est un acquis, c'est surtout la nappe phréatique, surtout l'eau au niveau des nappes, surtout l'eau au niveau des barrages, des oueds, des saguias. Il y a un retour, on le sent. C'est ça ce qui est très important. Oui. Et c'est ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour 1 année, 2, sans problème. Alors Donc justement, ça, par contre, ce sont des réserves pour la suite. justement, c'est Rachid Ben Ali, effectivement, les pluies qui remplissent directement, si j'ose dire, les retenues d'eau, les barrages, et puis il y a l'enneigement, les chutes de neige qui ont marqué cet épisode climatique. Et on a enregistré justement ces derniers jours, ces dernières semaines, un enneigement record sur les hauteurs du royaume, notamment au niveau de l'Atlas. Et ce sont des chutes de neige qui sont très bénéfiques, vous venez de le dire d'ailleurs, pour la recharge des cours d'eau et surtout des nappes phréatiques. Est-ce qu'on peut dire qu'un stock stratégique de la ressource hydrique est d'ores et déjà assuré, pour les 2-3 prochaines saisons agricoles? Non, non, ça, on peut pas parler d'assurer, c'est pas possible parce que, euh, bon, c'est un terme, on n'a pas, au niveau des barrages, on peut le dire, mais pas au niveau des nappes, parce qu'on peut pas savoir. La nappe, on sait pas ce qui se passe, c'est du sous-sol. On sait pas qu'il y a suffisamment d'eau pour 1 année ou 2. Est-ce que les puits vont revenir? Est-ce que les forages vont être remplis? Est-ce que les oueds vont continuer à couler? Donc, par contre, ceux qui sont qui sont irrigués à partir, c'est ce on appelle les grands périmètres d'irrigation, sont irrigués à partir des barrages. Là, on peut dire qu'on est sauvé pour 2 ans au moins. Ça, c'est sûr. Certains barrages, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, quand on voit le barrage de Wahda qui a plus de 50% d'eau, c'est-à-dire il est aujourd'hui à 2,1 milliards de mètres cubes et ça continue. On va avoir encore de l'eau qui va couler encore, ça va se remplir encore. Là, on est tranquille pendant 3 ans sans problème. Mais pour certaines régions, on parle de l'Oued Makhazine qui est plein, on parle des barrages qui sont, mais
le bassin, le complexe Omar Bey, c'est-à-dire Amsalé, Belouidan, Massira, Oui. où il y a quand même plus d'1 milliard de mètres cubes aujourd'hui. Et donc ça, c'est très important pour les 2 prochaines années, facilement. Mais de là à parler de toute l'agriculture, c'est pas possible parce que la grande irrigation représente peut-être le tiers de l'ensemble. Maintenant, ce qui est très important, c'est l'irrigation, c'est la PMH, c'est-à-dire la petite et moyenne hydraulique, tout ce qui est en irrigation de Sagia et tout, et aussi surtout la nappe, les forages, les puits, ça c'est très important. Et c'est généralement, c'est pareil, c'est petit ou moyen agriculteur ou grand agriculteur. C'est-à-dire on a des prémices, c'est vraiment très très bien ce qu'on a reçu. On est couvert pendant une période, mais on sait pas, on peut pas dire que c'est 1 année ou 2 ou 3, on Très peut pas. bien. Ça, personne ne peut le savoir parce que ça va dans le sous-sol. Très bien. C'est Oui. pas quantifié exactement comme les barrages. Une question sur le cheptel national. Pour les éleveurs, j'imagine que le retour des pâturages est un soulagement majeur. Après plusieurs années de sécheresse, on a eu l'annulation du rituel de l'abattage l'année dernière pour Eid al-Adha. C'est dire que la situation était très tendue pour les éleveurs. Est-ce qu'on peut espérer une stabilisation durable, c'est Rachid Ben Ali, du cheptel après les pertes des dernières années et cette année agricole qui s'annonce plutôt bonne? Pareil, on peut pas prédire l'avenir. C'est très difficile de dire. On ne sait pas. On espère. Très bien. Alors, que vous On disent, espère que que vous disent c'était les un éleveurs cycle aujourd'hui? Si on peut prédire l'avenir, et ça on peut l'entendre, que vous disent aujourd'hui les excellent, éleveurs qui ont souffert ces dernières années? excellent. Ils sont au top aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, ils sont très très bien. Alhamdoulilah, on peut dire, la situation aujourd'hui, elle est impeccable. Il y a de l'eau, il y a du pâturage. On peut dire que vraiment, il y aura une reconstitution du cheptel. Peut-être pas pour le bovin, parce que c'est difficile quand même. C'est pas comme le vin, c'est une gestation rapide, c'est un repeuplement rapide et tout. Pour les bovins, c'est plus difficile. Là, peut-être, ça va prendre un peu plus de temps. Mais au niveau des ovins, on est très bien, on n'a pas de problème. Et la décision de l'année dernière était excellente. Ça a permis de couper avec les satins de sécheresse. C'était clôturé en apothéose, si on veut dire. C'était le top. On a arrêté, on a repeuplé et maintenant on peut repartir pendant les prochaines années, Inch'Allah, hein, Très bien. sans Euh, problème. ben, c'est ce qu'on espère. J'ai une question à vous poser Et sur... en plus, très, très Oui, important, oui, allez-y. oui, c'est très important, c'est surtout sur leur finance et leur trésorerie. Quand même, parce que les dernières années, ils étaient Hmm. obligés d'acheter des aliments composés, de leur importer pendant pratiquement toute la période. Et maintenant, je pense que là, ils sont sauvés pendant quelques mois, Oui, sans problème. c'est dans ce Donc, sens où, ça va alléger c'est leurs dans ce charges sens où les et ça pâturages, va permettre de... effectivement, sont une sorte de bouée de sauvetage pour ces éleveurs qui ont tant Ah oui, souffert. Euh, une question sur le exactement. rendement des activités agricoles et les prix des produits agricoles. En période de sécheresse, et c'est normal, la production baisse, les prix augmentent, on l'a constaté ces dernières années sur des denrées de première nécessité, mais beaucoup de citoyens, de consommateurs ont le sentiment que l'inverse n'est pas vrai. Quand la production s'améliore, les prix ne suivent pas forcément à la baisse. Est-ce que ça reflète une réalité de là où vous êtes en tant que président de la Comader? Est-ce que c'est un problème de structure des marchés agricoles au Maroc? Alors là, c'est un sujet qui demandera des heures et des heures. C'est un Vous, sujet vous très, avez deux très minutes. important. 2 minutes, c'est difficile pour parler de ce sujet-là parce que nous, en tant qu'agriculteurs, en tant que commanditaires, notre mission, c'est de produire. Produire à un prix intéressant et très intéressant d'ailleurs. On a des prix très très bas. Malheureusement, quand ça sort de chez nous, des fermes ou bien des unités industrielles, parce que la commanditaire regroupe aussi l'agro-industrie, la transformation. Après, quand ça tombe au niveau du marché, ce n'est plus nous. Et ça tombe entre d'autres mains, d'autres personnes. Alors là, je vous cite juste 2 exemples. Si on part de la viande, par exemple, si on a souffert, on a eu de la viande à un certain moment, le Maroc, c'était des prix moins de 100 dirhams, que ce soit pour la viande ovine ou bovine, c'est la même chose, moins de 100 dirhams, on était toujours à ces prix-là. Avec la sécheresse, on a compris que les prix sont envolés, on a compris bien le phénomène, mais aujourd'hui, avec le repeuplement, surtout au niveau des ovins, avec le repeuplement qu'on a eu, avec le cheptel qui a été
restaurer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a plus de 30 millions. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Les prix chez le producteur, on peut dire aujourd'hui, sortie ferme, le kilo de viande vif est aux alentours de 45 dirhams, entre 40 et 45 dirhams. Oui. Donc, en principe, le net, c'est-à-dire viande nette, elle est aux alentours de 80 dirhams. 75 dirhams, c'est l'agriculteur. Avant, ces 75 dirhams, on les trouvait sur le marché à 85, 90 dirhams. Aujourd'hui, ils sont à plus de 100 dirhams. Ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est un phénomène que nous, même agriculteurs, on n'arrive pas à comprendre parce que ça nous dépasse, parce que ça, c'est le marché. Pareil pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, aujourd'hui, agriculteur, l'année dernière, il a vendu à entre 75 et 80 dirhams, agriculteur ou petit transformateur, c'est-à-dire le premier transformateur. Les masras qu'on trouve dans les patelins, qu'on trouve partout, même les grandes unités industrielles. L'année dernière, ils vendaient leur huile, sortie usine, aux alentours de 90 dirhams le litre. On l'a trouvé sur le marché à 120 dirhams, 100 dirhams, 110 dirhams. Alors, je me permets de rebondir, Rachid Ben Ali, sur le prix de l'huile d'olive, parce que c'est un secteur que vous connaissez très très bien. Je rappelle que vous étiez présidente de l'Inter-Prolive. Et c'est vrai que c'est un élément ou c'est un prix que les Marocains suivent de très près chaque année. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà... Bon, les explications pour justifier des prix pratiqués par les vendeurs, on peut en discuter pendant des heures et vous avez raison. Il y a la question des intermédiaires, etc. Mais étant donné que vraisemblablement, nous nous dirigeons vers une bonne année agricole, est-ce qu'on peut... vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà une baisse significative des prix qui étaient pratiqués jusque-là pour le litre de l'huile d'olive qui dépassait même parfois les 120 dirhams? Non, c'est-à-dire, c'est ce que j'allais finir mon raisonnement tout à l'heure. L'huile d'olive, l'année dernière, c'est vendu chez l'agriculteur ou le premier transformateur aux alentours de 90 dirhams, sortie unité, et on le trouvait sur le marché à 110, 120 dirhams. Aujourd'hui, il sort de chez l'agriculteur aux alentours de 40 dirhams maximum, entre 35 et 40 dirhams maximum. Il n'y a pas de raison qu'on trouve encore des prix à 65 dirhams, 70 dirhams. C'est pas logique du tout. Aujourd'hui, le prix de l'huile d'olive doit se situer entre 45, ça dépend des qualités, parce que quand même, s'il y a une grande différence de qualité, ça doit se situer entre 45 et 55, voire maximum 70 dirhams. C'est le maximum aujourd'hui. Très bien. Très bien. On doit trouver à ces prix-là, Très bien. en principe. Maintenant, il y a des gens qui ont continué à l'acheter à 100 dirhams. Ça existe encore ces prix à 100 dirhams, mais ce n'est pas les vrais prix et on doit les avoir et doivent baisser. Très bien. Automatiquement, ils doivent baisser ces prix-là. Rachid Ben Ali, je rappelle que vous êtes le président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture. Merci en tout cas beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de vous être arrêté sur la route qui vous mène à la Taouia, précisément. Et je vous dis à bientôt sur Média 24. La suite du 12-13 de Média 24 en ce jeudi 22 janvier 2026. Et on passe à présent à un autre sujet qui nous intéresse au sein de la rédaction de Média 24. C'est une affaire judiciaire complexe mais aux enjeux très concrets suivis de près par la rédaction. La justice marocaine a ordonné aux opérateurs télécoms, aux trois opérateurs, Maroc Télécom, Inouï et Orange, de bloquer l'accès à des sites de paris sportifs en ligne opérant sans autorisation dans le royaume. Une décision rendue à la demande de la MDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports, qui invoque son monopole légal et un trouble manifestement illicite. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Les opérateurs contestent leur mise en cause et estiment qu'ils ne sont que de simples fournisseurs d'accès à Internet et ont donc décidé de faire appel de la décision du tribunal de première instance. Alors, qui a raison juridiquement ? Sur quel fondement le juge a tranché dans cette affaire en première instance et pourquoi ce contentieux dépasse largement la question des paris sportifs pour poser celle du rôle des intermédiaires techniques dans l'espace numérique. Eh bien, ce sont là des
Oui, question importante et intéressante, j'imagine, pour vous et pour nous également, que nous allons aborder maintenant dans la séquence L'Instant Média 24. Et pour nous aider à comprendre justement les tenants et aboutissants de ce bras de fer judiciaire entre l'AMDJS et les opérateurs télécoms, je reçois celui qui, au sein de la rédaction de Média 24, suit de très près cette affaire, Abdelali El-Hourri, journaliste, rédacteur en chef adjoint de Média 24. Marhaba bik معنا في le plateau. Merci, مرحبا بي عندكم. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est une affaire très, très intéressante et on aimerait bien vulgariser un petit peu l'affaire judiciaire pour الناس اللي كيتفرجوا فينا. D'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler simplement ce que dit l'ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca en première instance? Est-ce qu'elle impose concrètement aux opérateurs télécoms l'image par la suite, on va y revenir. Alors, très simplement, l'ordonnance qui a été rendue le 12 janvier par le juge des référés au sein du tribunal de commerce, Oui. c'est un détail, on va y venir. Alors, cette ordonnance, elle impose aux 3 opérateurs, Maroc Télécom, Orange et Inouï, d'intervenir en prenant des mesures de blocage d'un certain nombre de sites. Ces sites ont été préalablement énumérés et identifiés par la MDJS, qui est le demandeur dans Oui. cette affaire. Donc, d'intervenir en bloquant l'accès depuis le Maroc à ces sites paris illégaux. Alors, dans ses motivations, le juge des référés a estimé qu'il existait aujourd'hui une menace, une atteinte manifestement illicite sur le monopole légal de la MDJS. Et donc, appelle, c'est une mise à contribution plus qu'une mise en cause. Il ne retient pas la responsabilité des opérateurs. Il les implique dans le sens où ils sont les seuls aptes techniquement à agir pour lever le trouble et l'atteinte qui opère sur le monopole de la MDJS. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il s'agit d'une ordonnance de référé. Inutile de rappeler qu'elle a... si, il faut le rappeler, parce qu'on n'est pas tous des initiés du jargon judiciaire. C'est quoi Donc, rapidement. Une ordonnance en référé, donc portée obligatoire, c'est évident, mais aussi et surtout, c'est très important, un effet immédiat. C'est-à-dire qu'elle a été d'ailleurs assortie de l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle a un effet immédiat. Les opérateurs télécoms doivent exécuter la décision dès leur notification, et il y a eu la notification. L'exécution provisoire, c'est une expression à la mode. Même en France, une certaine candidate à l'élection présidentielle a subi les foudres des juges. Très bien, ça j'ai très bien compris. Maintenant, la question la plus importante et fondamentale selon moi, c'est pourquoi la MDJS s'attaque entre guillemets aux opérateurs, en tout cas pourquoi les opérateurs télécoms sont mis en cause en priorité dans cette affaire et non pas les plateformes de paris sportifs en ligne qui font de la concurrence déloyale selon la MDJS par rapport au monopole sur le marché local. C'est effectivement une question fondamentale et la réponse courte à cette question fondamentale, c'est que les sites ciblés sont pour leur majeure partie hébergés à l'étranger, donc hors de portée de la justice marocaine. Et ces sites hébergés à l'étranger, même les sociétés qui les exploitent sont également domiciliées à l'étranger et souvent dans des zones offshore. Donc ils opèrent à la limite de la zone grise, voire dans la zone grise, avec des accointances. On leur prête des accointances. Je cite le cas de OneXBet. Oui, c'est la plus connue, la plateforme la plus connue. Absolument. On lui prête des capitaux russes avec des présences dans des paradis fiscaux, des zones offshore. Donc, par essence, inatteignable pour la justice marocaine. Très bien. Pas de biens saisissables au Maroc, pas de représentants légaux au Maroc. Donc, d'où le recours aux opérateurs en tant qu'intermédiaire technique. En revanche, il faut préciser que ce volet opposant la MDJS aux opérateurs n'est qu'un volet du dossier. Si on remonte à 2023, la MDJS avait tenté ou avait déposé une plainte formelle devant la présidence du ministère public contre OneXBet. Oui. Cette plainte a été renvoyée à la BNPJ qui a ouvert une enquête. D'accord. Une enquête non seulement contre OneXBet, mais aussi contre ses relais au Maroc. Donc les influenceurs.
les intermédiaires, les colporteurs. Je ne sais pas s'il existe une corrélation entre ce qui se passe aujourd'hui sur un certain nombre d'informations qu'on nous a rapportées, mais dernièrement, il y a eu une trentaine de plaintes ou d'interpellations visant justement des créateurs de contenu qui font l'écho qui font la promotion de OneXBet à travers des codes promo, etc. Absolument. Et le code pénal marocain... Il n'y a pas de fumée sans feu. Absolument. On ne peut rien affirmer aujourd'hui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Surtout en droit. Absolument. On passe à la question suivante, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes que j'aimerais aborder avec toi, Dlali. D'abord, pourquoi la MDJS non, ça on l'a dit, mais quels sont précisément justement les arguments juridiques avancés par la Marocaine des Jeux et des Sports dans sa requête pour justifier ce blocage, notamment en termes de monopole légal, d'ordre public et de règlement d'échange. Les arguments mis en avant qui ont eu un effet positif quant à la décision du juge. Saadi, tu viens de lister les trois principaux arguments. Je voudrais insister sur le premier, le monopole légal. Le monopole légal, c'est une notion lourde de sens. Le monopole légal étant lui-même, est à lui seul suffisant pour entraîner les effets qu'on connaît. La MDJS est protégée par la loi. Le monopole légal de la MDJS est protégé depuis les années 60. Il y a eu quelques modifications, quelques retouches à la loi qui acte ce monopole, mais dans le fond, il existe un monopole légal. Ce qu'il faut souligner, c'est que la MDJS est une société commerciale qui exerce une activité commerciale, mais la société est à près de 90% étatique. Les capitaux sont étatiques à 90%. Donc, qui dit capitaux étatiques dit deniers publics. Donc, à travers ce litige, il y a aussi l'aspect protection des deniers publics, surtout que l'essentiel des revenus drainés par la MDJS sont réinjectés dans le fonds de soutien au développement du sport. Donc, il y a l'aspect deniers publics qui est fondamental. Ça, c'est un argument valable et de bon sens que les uns et les autres peuvent facilement comprendre. Absolument. Surtout quand on compare par rapport aux autres plateformes, où vont les revenus générés par cette plateforme au Maroc. Absolument. Ce qui justifie l'intervention de la MDJS, c'est une manière d'assécher ou en tout cas de neutraliser un préjudice du fait de cette activité qui capte un chiffre d'affaires qui doit normalement atterrir dans le fond. Très bien. On a vu à l'écran, pendant que tu es en train de parler justement les arguments, les principaux arguments mis en valeur par la MDJS. Maintenant, de l'autre côté, parce qu'il y a eu un appel de la part des opérateurs télécoms. Alors eux, ils disent, et on peut le comprendre aussi, c'est pas notre affaire. C'est entre la MDJS et OneXBet et les autres plateformes de paris sportifs. Quels sont les arguments avancés par les trois opérateurs pour essayer de plaider leur cause? L'argument de fond, c'est la neutralité du fournisseur d'accès à Internet par rapport au contenu offert sur Internet. Les opérateurs disent très simplement que nous, en tant que fournisseurs d'accès, nous n'avons pas interféré dans le choix de nos internautes et que la justice et le juge des référés en particulier n'a pas interféré dans notre relation contractuelle avec les internautes. Cela, d'une part, il s'agit de dégager la responsabilité des opérateurs par rapport aux activités de paris présentées comme illégaux. Il y a à côté de cela des arguments de forme, notamment la compétence du juge de référé à statuer sur une affaire aussi lourde. Schématiquement, c'est ça. Ça tourne autour de ces trois arguments. Très bien. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, et on va conclure là-dessus, c'est la suite. Parce que j'ai l'impression que c'est un feuilleton judiciaire qui ne fait que commencer. Absolument. Concrètement, quelle est la suite judiciaire de cette affaire? Il y a eu un jugement en première instance, il y a eu un appel des opérateurs. C'est quoi la suite? Donc, la suite, elle opère sur 2 fronts, voire 3 fronts. Les 3 opérateurs ont formé appel. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'appel ne suspend pas l'exécution de l'ordonnance qui a un effet immédiat.
il y a eu l'appel de 3 opérateurs qui a été enregistré juste le 19, donc avant-hier, il me semble. Donc cet appel est en cours d'examen. Il y a un deuxième volet. 2 opérateurs m'ont informé qu'ils ont, parallèlement à l'appel, déposé un sursis d'exécution, une demande de sursis d'exécution, de manière à neutraliser l'ordonnance. Là, en l'occurrence, il peut y avoir une suspension de l'exécution de l'ordonnance si ce sursis à exécution venait à être admis par le juge des référés. Et il y a la question de l'exécution. Oui. Comment la MDJS va assurer l'exécution de l'ordonnance, sous quels moyens, comment ça va se traduire dans les faits. Voilà. On suivra avec beaucoup d'intérêt cette affaire et c'est vrai que moi j'ai essayé au lendemain du prononcé du jugement en première instance, j'ai essayé d'accéder au site de OneXpert pour ne pas les nommer, sans forcément parier, mais juste pour voir effectivement si cette exécution provisoire était respectée. J'avais accès au site, donc il y avait pas mal de points d'interrogation qu'il faut éclaircir. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, Ali nous a fait la gentillesse d'être parmi nous dans le plateau pour nous exposer cette affaire judiciaire. Mais si vous voulez savoir le fond du sujet, les enjeux liés à cette affaire, je vous invite à lire tous les articles produits par Ali sur le site de Média 24. Merci beaucoup Ali et je te dis à bientôt sur le plateau du 12-13. Aziz, c'est une affaire judiciaire très complexe, mais peut-être que tu as un commentaire à faire par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ou pas d'ailleurs. J'ai un commentaire sur ce qui vient d'être dit, sur ce qui a été dit avant aussi par Rachid Ben Ali, donc ça va être très rapide, mais j'insiste. Tu as 2 minutes, toi aussi. J'ai 2 minutes, alors pour 30 premières secondes pour Rachid Ben Ali, la commandaire, c'est bien, la nature a fait son job, il faut maintenant que le gouvernement fasse le sien. Il y a une politique agricole à revoir, puisque les nappes phréatiques là-haut, etc. C'est ce que nous disons. Il faut que le gouvernement fasse son travail, et le gouvernement fasse son travail sur les intermédiaires, d'abord, et c'est pour ça que les prix sont en train de monter, et aussi sur cette question de marché de gros. On tarde à avoir une réglementation là-dessus. L'année dernière, il y avait la sécheresse, pas beaucoup d'olives, les prix ont monté. C'est-à-dire 2025, il y a eu une production, mais une production abondante, extrêmement abondante, les prix ne sont pas montés. Alors il y a un problème, et le problème théoriquement c'est le gouvernement qui doit le régler parce qu'il y a des gens, à Marrakech notamment et ailleurs, qui prennent des coups parce qu'il y a cette question d'intermédiaire ou de quelque chose qui, d'ailleurs, Rachid Ben Ali était assez gêné au départ en vous disant c'est compliqué à répondre. Première chose. Deuxième chose, la MDJS et les opérateurs télécoms. 3 remarques. 1, je ne vois pas pourquoi il y a toute cette polémique. Il y a une loi, polémique, pardon. Oui. Il y a une loi, la justice respecte la loi, fait appliquer la loi, un point, c'est tout. Il y a un monopole d'État de la MDJS, il est tout à fait normal que ce soit la MDJS seule qui fasse ça. Ça fait des années et des années qu'elle s'occupe, qu'elle bataille. C'est une bonne chose. Je ne comprends pas pourquoi les opérateurs rechignent. Deuxième point. Parce que si quelqu'un d'autre, par exemple le ministère de l'Intérieur, leur dit qu'il y a un site de pédophilie ou de pédocriminalité ou de crime ou d'apologie du terrorisme ou n'importe quoi, ils vont bloquer ça. Donc ça, c'est aussi parce qu'il y a des... c'est pour ça qu'il n'y a pas de polémique, mais il y a un débat très intéressant sur cette question. On ne peut pas débattre de la protection du public. Non, mais je ne défends pas le contraire, mais je te dis que si on part de ce principe-là, on va à chaque fois demander aux opérateurs de bloquer tel contenu, tel site, parce qu'il y a des contenus pédopornographiques, parce qu'il y a des contenus ou des plateformes sur lesquelles on peut acheter des armes. Il y a des moments où on ne peut pas tout dire. En France, ils sont en train de penser à arrêter Internet dans les lycées. Il y a un moment où il faut réagir pour protéger. Et troisième chose, c'est que pourquoi la MDJS fait tout ça? Parce que elle se dit, elle est entreprise responsable. On ne fait pas des paris comme ça. On fait des paris. Il y a des règles pour faire les paris. OneXBet, Aoula Al-Kholein font ce qu'ils veulent. Et donc, il y a une jeunesse. Je ne parle même pas des adultes. Ils sont armés. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est d'ouvrir un débat que nous n'avons pas ouvert aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'était uniquement l'affaire judiciaire. Mais le débat est très, très intéressant. Je chronique? Oui, tu chroniques. Mais on va le faire, non, parce que ça m'intéresse. Parce que moi, je fais le parallèle entre cette affaire, entre la MDJS et les plateformes de paris sportifs en ligne à l'échelle mondiale, et le secteur des VTC. Nous avons une réglementation, nous avons aussi une réalité, à savoir que ces plateformes VTC sont plébiscitées par les Marocains. Le transport urbain au Maroc, dans les villes, il est régi par un texte de loi. Il y a une dichotomie entre ce que dit le texte de loi et la réalité. Et ça, tout le monde peut en convenir. Mais ce n'est pas le débat du jour. Ce n'est pas le débat du jour. C'est pas le débat du jour. Pour la MDG, pour les paris, c'est le débat du jour. Oui. L'État,
a tranché. Il y a une loi, il y a un monopole légal. Très bien. Point. Pour les VTC, mais le sujet est très intéressant, Inch'Allah, on va en reparler. En tout cas, merci beaucoup, Abdelali. On a rallongé un petit peu cette séquence et on va passer à la dernière séquence de cette émission. C'est l'œil de Aziz Bousta. Allez, on termine. Bon, Abdelali, tu peux rester avec nous. Ça va prendre quelques minutes. Si Aziz est bref et concis dans son propos. En tout cas, c'est la chronique politique du jour. Et Aziz, tu vas nous parler d'un parti, celui de l'Istiqlal. D'abord, je tiens à préciser. Tu tentes de me brider la parole? Non, pas du tout. Quand tu dis que je dois être court. Parce qu'on a un timing à respecter. Mais en fait, juste une précision. Tu n'es pas membre de l'Istiqlal, parce que j'entends parfois que Aziz Bousta a des. Quand on s'appelle Boustia, forcément, on prête le flanc à tout ça. Oui. Il y a eu un moment où j'ai été membre de l'Istiqlal, où j'étais membre du Conseil national, où j'ai été même élu de l'Istiqlal. Puis, alors, 2026 moins 2002, ça fait combien? Ça fait 24 ans. Donc, ça fait 24 ans que j'ai quitté le parti de l'Istiqlal. Mais je m'appelle toujours Boustia. Oui, mais tu es journaliste, chroniqueur politique dans cette émission. C'est une précision à faire valoir. Oui, c'est vrai qu'on dit ça. Pourquoi l'Istiqlal? Parce que le parti de l'Istiqlal, on l'a constaté dernièrement, Aziz, a initié une stratégie en prévision des prochaines législatives, j'imagine, de séduction, l'opération séduction vis-à-vis des jeunes citoyens. Et tu voulais nous en parler ce matin. Alors, le parti de l'Istiqlal, moi j'ai écrit des trucs parce que l'Istiqlal, c'est beaucoup de choses, donc il faut savoir canaliser ça. Alors, le parti de l'Istiqlal, cette chère et vieille formation politique que nous connaissons si bien et que nos parents connaissaient encore mieux, au point qu'on l'appelait simplement le Hizb, tellement il évoluait en tête des autres partis qui trottinaient laborieusement derrière. L'Istiqlal, c'est El Fassi, c'est le Haj Ahmed Balafraj, c'est les deux Mohamed Je t'aime moi non plus, Douiri et Boustia, Mohamed Boustia, Mohamed Douiri, le poète relève, le combattant, le Hashmi Filali. L'Istiqlal, ce sont des années de militantisme pour les militants qui doivent passer par toutes les structures parallèles. Alors il y a la jeunesse, il y a le Kshfia, le scoutisme, puis il y a la section Al-Fara, puis il y a le secrétariat provincial, puis tout un parcours du combattant. L'Istiqlal, enfin, ce sont ces fameux inspecteurs, les fameux inspecteurs de l'Istiqlal, une école pour les uns, un sacerdoce. Tout ça c'est bien. Mais ma question initiale était claire. L'Istiqlal et la jeunesse. Ah oui, merci de recadrer. Merci. Exact. C'est bien consacré à cette histoire de jeunes avec l'Istiqlal. Alors allons-y. Alors personne ne peut remettre en doute l'intérêt du parti de l'Istiqlal pour les jeunes. Alors vraiment personne. La preuve, à sa création dans les années 30, les Fassi, les Balafraj, les Torres, c'était tous des jeunes trentenaires et on aime à dire que le parti en ces temps-là, des années 30 et 40, être jeune et istiqlalien était tout simplement indissociable. Sauf qu'à l'époque, l'espérance de vie était de 40 ans. Et puis les choses suivirent leur cours normal, à savoir que les jeunes doivent se former, écouter leurs aînés, ils doivent longtemps militer avant d'apercevoir la fin du tunnel. Mais alors, ils sont plus si jeunes quand ils sont arrivés à la fin du tunnel. Oui. Il y a bien des jeunes dans des fonctions de commande qui ne sont pas passés par les organismes parallèles. Mais il y a les voies parallèles, les voies familiales qui font l'affaire. À l'Istiqlal, les voies des seigneurs sont amplement pénétrables. Oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure à Aziz. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je constate une stratégie déployée de la part de l'Istiqlal pour aussi bien ces jeunes que les jeunes qui sont amenés à voter dans quelques mois. Tout à fait. Alors, à la décharge de l'Istiqlal, en plus de son organisation de la jeunesse, il y a cette Istiqlal Youth Academy. Remarquez que c'est en anglais, même, tu as remarqué ça avec mon accent, ce qui n'étonne pas de la part de l'Istiqlal, forcément, passer à l'anglais. Et cette académie a été récemment créée avant le mouvement d'humeur de la jeunesse. Et pendant cette séquence, il faut reconnaître à l'Istiqlal d'être le premier à être allé au feu, c'est-à-dire sur un plateau télé, face à des jeunes remontés qui ont remonté les bretelles à tout le monde, y compris Anisa Baraka, le secrétaire général de l'Istiqlal, qui était face à eux et dont on peut saluer le courage. Et dernièrement, à l'occasion du 11 janvier dernier, pour commémorer l'un des épisodes les plus glorieux de ce vieux parti de l'Istiqlal, l'Istiqlal a fièrement proposé, puis posé, sans imposer, la charte du 11 janvier pour la jeunesse. Alors, Istiqlal, Youth Academy, charte du 11 janvier pour la jeunesse, mais qui a dit que l'Istiqlal ne s'occupe pas de la jeunesse, des jeunes, et qui s'occupe que de celles et de ceux qui ne le sont plus? Personne. L'Istiqlal, ce vieux parti, aime les jeunes sans jeunisme, mais avec juste un petit peu d'angélisme. Un peu trop. Parce que le problème, ça c'est ton commentaire, c'est pas le mien. Le problème avec l'Istiqlal, c'est qu'il s'adresse aux jeunes avec des arguments de vieux, et que Académie ou charte ou pas, il pourra les inclure que dans de vieilles structures. L'Istiqlal est une grande maison, certes,
certes, mais une maison où l'histoire compte. Et comme l'histoire, comme on le sait, l'histoire n'est pas une affaire de jeunes. À l'Istiqlal, la valeur attend souvent le nombre des années. Alors, je ne sais pas si avec ce billet, tu as réussi à retirer l'étiquette de l'Istiqlal qu'on te colle, à tort ou à raison d'ailleurs, en tout Que cas. tu me colles. Non, Parce que ça, pas c'est que clair. moi, j'entends ce que C'est disent tout les à uns et fait. les autres. Mais en tout cas, les uns et les autres peuvent se faire leur Ça propre relève de la opinion. liberté d'expression. C'était l'œil de Aziz Je pourrais même te dire pour qui j'aurais voté. C'était l'œil, ben ça, tu nous garderas ça pour la prochaine fois. C'était l'œil de Aziz Bousta, la séquence avec laquelle nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle à Média 24. N'hésitez pas à vous informer sur Média 24 régulièrement et à nous regarder, nous écouter tous les jeudis entre midi et 13h. C'est le 12-13, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité. Aziz, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Abdelali. Merci. À bientôt, Inch'Allah. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, entre midi et 13h pour le 12-13. À bientôt.